Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette présentation de livre. Alors le livre s'appelle Les 12 nuits sacrées de Yule. C'est un livre pour célébrer, je trouve, les racines ancestrales, nos racines ancestrales, pour aller explorer tout le folklore, toute la mythologie et puis aussi toute la magie que l'on peut trouver entre Noël et le jour de l'an, ou entre Yule, c'est-à-dire le 21 décembre, et le jour de l'an. Donc vous voyez qu'on retrouve des racines, on va dire, païennes, et des traditions païennes. Vous allez voir qu'il va présenter des dieux, des dieux, des déesses, des sorcières, que l'on va retrouver euh, pendant ces nuits-là. Ce sont aussi des pratiques qui sont encore présentes dans les campagnes ou dans certains endroits, et notamment dans les endroits qui ont été plus protégés pendant l'expansion du christianisme, donc où on va retrouver des traditions beaucoup plus présentes, notamment par exemple en Alsace ou dans les pays germaniques en Allemagne. Donc voilà, hop, j'enlève le ou pour vous montrer comment le livre est structuré. Alors d'abord, c'est un livre qui a été écrit par Fabrice Coyote-Muracciol. Et puis, on va voir derrière comment est-ce qu'il présente son livre. Les 12 nuits de Yule sont une tradition germano-celtique très ancienne et dont la célébration se répand de plus en plus dans le reste du monde. Cet ouvrage vous dévoile leur origine, ainsi que les pouvoirs du solstice d'hiver, et vous initie aux légendes, aux croyances et aux prières païennes qui y sont associées. L'auteur propose également de nombreux rituels, pratiques divinatoires et suggestions d'activités pour célébrer comme il se doit ce cycle. Plongez dans le monde spirituel des créatures magiques et des panthéons païens pour célébrer seul ou en famille les 12 nuits magiques de Yule. Alors, au niveau de la présentation, donc on a le sommaire avec les présentations des différents thèmes. Donc on a la période de Yule, ou le retour du soleil triomphant, un temps fort hors du temps, les divinités, les croyances, les légendes hivernales, signification et célébration des 12 nuits de Yule, avec là des propositions de travail et d'activités pendant cette période-là. C'est vraiment quelque chose de très sympa aussi à faire avec des enfants. Au niveau des... Enfin, on verra plus tard, mais re-raconter les histoires, d'où ils viennent, qu'est-ce qui animait leurs ancêtres, et les nôtres aussi, si on va retrouver notre âme d'enfant. Et pour tous les païens, c'est aussi une belle façon de se reconnecter à cette période de Yule. Et c'est vrai qu'il a mis des mots, enfin il y a des choses que moi je ressentais aussi avec le lien avec la mort, le lien aussi avec Halloween, cette connexion avec Halloween, avec euh, la période, le début de la période sombre, qui est très très juste et sur lequel j'avais pas forcément beaucoup réfléchi, mais aussi que je trouvais un peu ambivalente. Et oui, c'est pas de l'ambivalence, en fait, c'est juste qu'on est dans cette continuité. Et qu'on a aussi des énergies très sombres pendant cette période-là, où on va avoir, comment dire, on va arriver sur ces journées qui sont sombres, mais avec cet espoir de retour de la lumière, avec à partir du 21 décembre, le retour des jours qui vont devenir de plus en plus longs. Donc voilà. Alors, donc, la période de Yule, ou le retour du soleil triomphant. Alors, moi, j'ai bien aimé, j'ai beaucoup, beaucoup aimé toute la partie de recherche, on va dire, historique, plus une recherche académique. J'aime beaucoup, vous savez, pour moi, développer ma propre spiritualité, faire des recherches académiques. Donc, j'aime bien la démarche qu'il a eue et j'aime bien la façon dont le livre est présenté, avec une partie démarche et recherche académique. Voilà, quelles étaient les différentes histoires, les folklores, ce que l'on va pouvoir aussi retrouver dans les différents panthéons. Et après, on a une présentation d'une pratique, en fait, une proposition de pratique qu'on peut ou non suivre. Voilà, alors là, on a le lien au soleil avec cette présentation.
Et puis, cette idée de le soleil se meurt petit à petit, on le voit de moins en moins, et on va avoir la renaissance de l'astre divin et de la nature. Donc, il parle de la bûche de Yule, qui est l'ancêtre de la bûche de Noël. Hein, cette bûche, c'était pas un gâteau, c'était une vraie bûche. Donc voilà, je vous laisserai, si ça vous intéresse, vous pencher dessus, saisir le sens du mot Yule, d'où il vient. Voilà, les suppositions que l'on a par rapport à ce nom, les 12 nuits de Yule, les origines qui sont enveloppées de brumes mystérieuses. Alors on l'a sous diverses appellations, The 12 Nights en anglais, la petite année en Alsace, Rauhnacht en allemand. Donc vous voyez, on a des choses qui va aller chercher un petit peu dans toute l'Europe. Les jours et les nuits de Yule. Alors, est-ce que c'est une tradition germanique, une tradition celtique, une vision contemporaine de la période? Et puis, c'est certaines questions qu'on peut se poser et qui sont justifiées. Est-ce qu'il faut appartenir à un mouvement néo-païen pour célébrer les 12 nuits sacrées de Yule? Absolument pas. Je trouve qu'aussi, ça peut être très intéressant lorsqu'on est chrétien de faire ce travail-là. Est-ce qu'il faut croire en certaines divinités ou même en un dieu pour y participer? Est-ce qu'il y a un dogme à respecter? Pas du tout. C'est très libre, c'est très ouvert. Est-ce qu'on peut célébrer ces nuits de Yule? Voilà, c'est ça. Même si on est chrétien ou qu'on appartient à une autre religion, absolument. Et est-ce qu'on peut les célébrer en solo? Oui, aussi. Alors, j'ai beaucoup aimé la période Un temps hors du temps, la partie Un temps hors du temps, avec les idées de... C'est quoi ces 12 jours? D'où ils viennent. Donc là, on a un petit peu l'historique avec ces idées de calendrier. Voilà, un temps, hors de l'espace, les différentes traditions avec les différentes dates. Voilà, quand le voile sur le monde des esprits se lève, j'ai adoré ça, donc avec cette idée de période de mort et de renaissance, parce que c'est exactement ce que moi je ressens, mais d'une façon un peu différente de la période d'Halloween, c'est-à-dire Halloween c'est plus... il y a un voile qui est levé, mais qui est beaucoup plus général. Et là, je le trouve je trouve cette période très en lien avec les ancêtres, avec l'histoire familiale. Mais il y a aussi ce côté de plonger dans les ténèbres. D'ailleurs, on voit, hein, et moi, la première, j'ai deux phases sombres au niveau psychologique et même au niveau mystique, la période d'Halloween et la période de Noël. C'est vraiment des moments où je sens énormément le lien à la magie, le lien à l'autre monde, le lien au mystère, mais d'une façon un petit peu différente. D'ailleurs, si c'est votre cas, ça m'intéresse que vous me disiez aussi comment est-ce que vous ressentez ces deux périodes-là et comment vous faites une différence ou si vous les viviez un petit peu de la même façon. Mais juste au niveau psychologique, hein, on voit que les gens vont plus mal en période justement au niveau du 1er novembre et puis aussi dans cette période de décembre. Alors, voilà, une période de mort et de renaissance, le lien entre Yule et Halloween, Samhain. On a cette frontière qui s'évanouit. Les divinités, les croyances et les légendes hivernales. J'ai aussi adoré, j'adore. Donc, il fait un petit tour. On va avoir des personnages surnaturels à cette période. Perchta, Frau Perchta, Berchta, Berthe. Donc ça, c'était des divinités que je connaissais pas, qui sont plus germaniques, hein, des contrées nordiques, avec une idée de fée ou de déesse, vous savez, hein, les fées, les déesses, en fait, certaines déesses sont devenues des fées. On a une sorte de fluidité aussi qu'on retrouve là dans son écriture, avec aussi l'idée de la déesse mère qui peut être cette Perchta, qui préside à la lumière, à la fertilité, à l'abondance. Donc j'ai appris pas mal de choses. Et puis moi j'aime beaucoup
me relier à ces traditions ancestrales. Après, on a ce lien à la chasse sauvage, donc il va parler de la chasse sauvage, et j'adore. C'est, comment dire, la chasse sauvage, c'est des énergies magiques, on va dire, avec lesquelles je me relie très fortement, que j'en trouve donc dans la mythologie nordique, mais un petit peu aussi dans les traditions folkloriques, et j'aime beaucoup. Ça me parle, plus que juste au niveau mental, ça me parle aussi au niveau des tripes. Alors, Frau Ole, la déesse des neiges, euh, Tantarier, je connaissais pas non plus. Après, la Befana, bah, je connais plus parce que j'habite à côté de l'Italie. Donc, voilà, on connaît bien la Befana. Et puis ensuite, on va avoir ce lien avec la mythologie nordique. Voilà, et avec une façon aussi de célébrer cette période-là, donc j'ai bien aimé. C'est une autre vision aussi de la mythologie nordique. Euh, Vous savez que dans les mythologies, je le redis, hein, on n'a pas quelque chose de... c'est pas comme... non, mais pour la Bible, c'est la même chose, puisqu'on a plein d'évangiles différents, mais dans la mythologie nordique, on va avoir plein d'évolutions en fonction des endroits. Euh, donc plutôt dans les pays germaniques ou dans les pays scandinaves. On va retrouver les mêmes dieux, mais avec des histoires un petit peu différentes, donc en fonction des endroits, en fonction des périodes aussi, des périodes plutôt où l'agriculture va avoir une grande importance, ou alors des périodes où on va avoir plutôt la conquête, donc l'aspect guerrier qui va être important, donc des dieux vont être plus ou moins importants. Et puis surtout, dans la mythologie nordique, tout a été transcrit, enfin pas récupéré, mais ce sont des passionnés qui, à l'époque chrétienne, ont récupéré les histoires et les ont écrites à leur façon, avec leurs pensées de l'époque. Donc voilà, on a plein de choses qui ont été racontées de façon différente. Donc il y a des choses que je connaissais pas, et puis des choses qu'il a présentées d'une façon que moi comment dire, d'une façon je trouve un tout petit peu différente de la façon dont moi je les connaissais, donc j'ai bien aimé aussi. Donc après on a le lien Odin, donc là vous avez Balder, après on a Odin, le lien aussi avec cette idée de lumière, et puis Thor. En fonction, si vous êtes païen, en fonction du dieu avec lequel vous sentez le plus proche, vous allez pouvoir plus vous lier à soit à l'histoire de Thor, de Odin, puisque c'est ceux qui sont les plus priés et vénérés dans le paganisme. Ensuite, on a donc les êtres et créatures fantastiques. Ah oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc la chasse sauvage, cortège d'entités énigmatiques. Et cette chasse sauvage que l'on va retrouver un petit peu partout en Europe. Et donc voilà, j'ai adoré. Il y a les esprits du foyer que j'adore. Les fées, Marie au blé, les trottes vieilles que j'aime de tout mon cœur. C'est vraiment des fées que j'aime beaucoup. Ils sont des fées de Franche-Comté, des fées aux cornes de chèvre qui apportent des cadeaux. Vous l'avez d'ailleurs dans le petit oracle des fées, on a la partie d'apporter des cadeaux. Voilà, on en a d'autres que je connaissais pas. On a les lutins, les nains, les korrigans, les trolls. Dans les esprits du foyer, on a le tonte. Voilà, donc aussi des esprits de foyer que je connaissais pas, en tout cas des noms que je connaissais pas. Voilà, alors là, on a l'ordre chronologique d'arrivée. La traduction des noms islandais correspond aux délits desquels ils sont responsables. Donc il y a celui qui tète les brebis de la ferme, celui qui se cache dans l'étable et vole la crème. On a vraiment comment dire, cet esprit des ancêtres avec ce qui était important pour nos ancêtres. Ben, j'adore, quoi. Celui qui vole les poêles à frire, c'est beau. Ça parle oui, de ce qui était important pour nos ancêtres. Et ça parle d'un autre temps qu'on peut aussi réadapter au temps d'aujourd'hui.
Donc voilà. Alors les âmes errantes, les superstitions et croyances et visions du futur. Voilà, donc vous avez intérêt à faire enlever la poussière, à balayer, faire la lessive, repasser, ranger. Donc même chose, c'est très sympa. Il y a des interdits, les tabous, l'interprétation des rêves pendant ces 12 nuits de Yule, les signes. Et puis après, donc il y a des pratiques qui proposent, donc là les pratiques divinatoires qui sont plus des pratiques euh, avec les cartes modernes, mais qui se faisaient énormément dans l'ancien temps, plutôt à partir de signes de la nature, à travers voilà, la nature. Donc là, il propose, qu'est-ce qu'il propose? Le thé, donc la lecture dans le thé. Non, attendez, excusez-moi, je me rappelle plus. Voilà, non, après il fait une liste, pardon, il propose des pratiques divinatoires plutôt modernes, donc comme l'utilisation du tarot, mais pas que, pendant cette période-là. Donc il y a un petit tirage sympa. Le tirage du sapin de Yule. Donc là, voilà, il parle juste du tarot. Après, pour les runes, je pense que c'est peut-être quelque chose qu'il utilise plus, puisqu'il a plus détaillé la signification des runes, alors qu'il ne l'a pas fait pour les tarots. Mais bon, c'est super simple. Hein, l'idée, c'est pas de faire un livre sur les runes ou le tarot. La cristallomancie, la planche Ouija, oui, Ouija, l'oracle de l'oignon. J'ai adoré ça, je connaissais pas. Donc, on procède en partageant un oignon en 12 écailles et on va les disposer en rangées qui symbolisent les mois de l'année. Et puis, on va mettre du sel sur chaque écaille. Et le lendemain, on observe attentivement le résultat. Et les écailles humides symbolisent les mois pluvieux, tandis que celles qui ont séché annoncent les mois ensoleillés. C'est très poétique. Et à l'époque, ça permettait de tenter de prédire la météo qu'il fera pendant les 12 mois à venir. Donc ça peut être une activité qu'on peut faire avec un enfant. Voilà. Et puis on peut le noter, puis après aller voir, ben, est-ce qu'on a bien lu dans l'oignon, ou alors est-ce qu'on n'a pas eu on n'a pas eu ce qui était prévu dans l'oignon. C'est voilà, je trouve que c'est sympa pour mettre de la magie et faire une activité avec un enfant. Après, donc, il y a défilé, les masques, les célébrations ancestrales, donc à nouveau d'autres choses. Je vous montre pour voir si vous, ça vous parle, ou si c'est quelque chose que vous allez découvrir comme moi, comme ici. Et puis, donc, ensuite, on va avoir des activités plus, voilà, pour 12 nuits pour 12 mois, c'est-à-dire les 12 nuits vont représenter aussi les 12 mois de l'année. Et donc, on a là des détails pour avoir certaines pratiques. Donc voilà, l'utilisation des lumières, les cristaux avec des significations de cristaux, l'ambiance olfactive, les parfums d'intérieur maison avec les significations, un rituel des 12 vœux, les suggestions pour un hôtel. Donc il a mis plein de choses, des nuits de réflexion et d'introspection. Donc ça c'est du shadow work. Les correspondances des jours et des mois. Pardon, là dans le shadow work il pose certaines questions. Thème et vertu et symbolisme des 12 nuits. Première nuit, après on va suivre chaque nuit. Donc par exemple pour la première nuit, c'est la nuit des mers. Donc on a le nom d'une nuit, les dates, en fonction de si on commence le 20 décembre ou le 25 décembre. On a les thèmes, pardon, avec les déesses qui sont associées ou les figures associées. Le mois correspondant, un petit texte de compréhension. Donc voilà, avec vous voyez ici, on a la déesse, la Gaïa, la déesse mère, on a des sorcières qui sont associées, mais on a aussi d'autres déesses comme Freya. Voilà, donc pas mal de choses, des suggestions de rituels et d'activités, autres pistes de réflexion et de méditation. Alors on n'est pas obligé de tout faire, on peut peut-être, si vous n'avez pas trop le temps, vous pouvez prendre le temps de lire le livre par plaisir, puis après quand vous allez faire les rituels, peut-être mettre
en fluo ce qui vous parle pour le préparer. Et puis, par exemple, ben, moi, je vais peut-être mettre les dates, le nom de la nuit des mers. Si j'ai envie d'utiliser des pierres, voilà, je ne sais pas si je vais le faire ou pas. Les questions, j'aime bien ces questions-là, elles sont intéressantes. Voilà, donc moi j'aime bien les pistes de réflexion et de méditation, parce que c'est quelque chose qui me parle plus. Mais il y a aussi des rituels. Moi j'aime bien créer mes propres rituels. Mais voilà, il y a le nom, cette nuit des mers, qui est super intéressant. Et les questions qui proposent. Et puis on peut même en rajouter. La deuxième, c'est le solstice d'hiver, Yule. Et puis on va avoir d'autres choses. Donc pour moi, je suis née en février. Donc c'est un mois qui est super important pour moi. Voilà, donc je vais regarder un peu les suggestions de rituels et les pistes de réflexion et de méditation, sachant que probablement, je vais piquer un peu des rituels quand ça me parle, mais je vais lire. Ah bah, lui aussi, ça l'a inspiré février. Je vais aussi lire tout ce qu'il propose et répondre peut-être aux questions. Donc voilà, et ça pour toutes les nuits. Et puis voilà. Alors à la fin, il a fait une bibliographie, donc c'est aussi intéressant si on a envie d'aller plus loin. Et puis voilà. Donc, alors je vous ai pas dit, oui, il y avait la présentation de l'auteur. Donc Fabrice, il est linguiste, traducteur, et c'est un passionné d'anciennes légendes et de folklore du monde entier, comme moi. Il a grandi en France, après aux États-Unis, donc il doit être bilingue. Et c'est aux États-Unis en fait qu'il a découvert les courants néo-païens. C'est vrai que ce sont le renouveau du paganisme, il est beaucoup passé par le monde anglo-saxon. Et voilà, il a eu envie de se reconnecter aux traditions ancestrales européennes et nord-américaines. Et puis voilà, puis il a fait sa recherche. Donc pour moi, c'est un super livre parce qu'on a à la fois à nouveau une recherche académique et quelque chose de plus incarné. On voit que c'est vrai que dans certains livres ou même certains oracles où on a juste une recherche académique, puis après où la personne a un peu adapté la cartomancie, on sent pas cet amour pour le paganisme et puis surtout cette incarnation. Et lui, il a les deux choses, les deux volets, c'est-à-dire l'aspect mental, les recherches, on va dire historiques ou sur des textes folkloriques ou de mythologie, et puis l'incarnation. On sent que c'est quelqu'un qui pratique aussi et qui nous transmet son amour pour ses pratiques ancestrales, et ça se sent en fait dans son écriture. J'espère que vous avez passé un bon moment et puis que ça vous aura inspiré, et je vous embrasse tous. À bientôt.